merci beaucoup là, de m'avoir invité là, à votre colloque, parler de la parrainage, parler aussi de ce qu'on fait ici au Québec, parler aussi de comment moi j'ai cheminé là-dedans. D'abord, moi, je suis le premier père aidant là, ici au Québec et au Canada. Donc, quand je suis arrivé dans cette profession-là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de référent, de personne à qui en parler. Donc, il a fallu bâtir pierre par pierre là, cette montagne-là. Mais pourquoi je suis devenu père aidant? C'est parce que moi, bon, j'ai été très, très malade là, dès quand j'étais jeune adulte. Hein, j'ai été atteint de la schizophrénie. Et puis, Dieu que c'est difficile de vivre avec cette maladie-là, c'est terrible. Et puis également, il y a eu la toxicomanie qui est arrivée là-dedans. Et puis à l'époque, mais encore aujourd'hui, quand tu as un diagnostic de schizophrénie, tu es comme immunisé contre toute autre maladie mentale. Hein? Parce que tu peux pas être schizophrène, par exemple, et avoir une dépression. Non, ça se peut pas. Donc, euh, c'était comme ça. Et ça a pris plusieurs années avant qu'on découvre que j'étais atteint d'une dépression sévère, mais non traitée. Parce que ça se peut pas, t'es schizophrène, tu peux pas avoir d'autres maladies mentales. Donc voilà, heureusement qu'aujourd'hui, ça se traite. Donc, j'étais un jour dans un groupe de partage où il y avait des gens qui partagent leur vécu. Et il y a un monsieur qui rentre avec un grand sourire, les yeux brillants, qui avait la même maladie que moi. Donc, ça m'a fasciné. Comment est-ce qu'une personne peut être épanouie, être heureux, puis avoir cette terrible maladie-là? Dans ma tête, ça se pouvait pas. Fait que sans qu'il le sache, cette personne-là, ça a été mon mentor pour que je devienne pareil. Je me suis dit, à force de lui parler, à force de le côtoyer, ça fait en sorte que il y a des choses que j'ai d'abord reconnues, hein, que j'avais des difficultés. Tu sais, on voit beaucoup dans la littérature qu'il faut reconnaître sa maladie pour se rétablir. Quelle foutaise, hein? Moi, moi j'ai 61 ans. Je n'accepte pas ma maladie. Et je la souhaite à personne. Bon, je reconnais que j'ai des difficultés, c'est vrai, mais accepter sa maladie, dire qu'il faut accepter sa maladie pour se rétablir, pour moi, c'est la foutaise, parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un dès les premières apparitions des symptômes, qui acceptait ça avec un grand sourire, puis non, ça prend plusieurs années. Par contre, hein, j'ai vu le rétablissement s'installer tranquillement dès on est en contact avec des gens qui croient au rétablissement. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Fait que donc, ça m'a amené à cofonder là, Père Aidant Réseau qui offre des formations pour avoir un diplôme de Père Aidant. C'était les premiers au Québec, donc j'ai cofondé ça. Et on a fait aussi des pressions politiques auprès du gouvernement. Ce qui fait qu'en 2005, exactement, dans les plans d'action en santé mentale du ministre de la Santé, on a vu apparaître le mot père aidant. C'est la première fois dans l'histoire où on reconnaissait la père aidante et on disait, ben, on va l'engager. On va l'employer partout. Sauf que ça leur restait des beaux vieux pieux. Oui, oui, parce que dans la réalité, pour des raisons que j'ignore, il y a eu une levée de bouclier des intervenants qui étaient littéralement opposés à l'idée d'avoir comme collègue un malade. C'est ça. Là. C'est comme s'ils se disaient dans leur tête, nos services qu'on donne aux patients sont tellement mauvais qu'on ne peut pas engager ceux qu'on a soignés. Parce qu'on sait que nos services sont mauvais. J'imagine, c'est comme ça qu'ils pensaient. Bon. Donc, ça a été une bataille. Comme vous avez vécu en France, ça a été une bataille aussi, mais bon. Finalement, j'ai réussi à me faire engager dans un hôpital psychiatrique. J'étais le premier
à travailler au cœur d'un hôpital psychiatrique où j'étais à la fois père aidant sur les unités de soins et j'étais à la fois un consultant pour le directeur général. Donc, je rencontrais le directeur général une fois par semaine et je lui rapportais littéralement ce que je voyais sur les unités, qui était tout à fait horrible. Et horrible, comment est-ce qu'on traitait les gens, comment est-ce qu'on... Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, quand on me présentait la schizophrénie, on me disait qu'il n'y avait rien à faire, que c'était impossible que je guérisse, que c'était impossible que je me rétablisse. Et ils ont même dit lors d'une réunion familiale à ma famille, ben, votre frère, il est fini, littéralement. Euh, c'est pas facile de dire, mais pourquoi je prendrais soin de moi si je suis fini? Pourquoi je prendrais soin de moi s'il n'y a rien à faire? Donc, heureusement qu'on m'a changé d'équipe. C'est comme ça que c'est arrivé, vers des gens qui croient au rétablissement. Et il y a une chose qui a été fondamentale pour moi dans tout ça, c'est quand on m'a demandé si j'avais un projet de vie. Quand on m'a demandé c'était quoi ma passion, c'est quoi qui me faisait vibrer. On m'a jamais demandé ça. Vous savez, en psychiatrie, on évalue les gens sur leurs difficultés, on évalue les gens sur leurs déficits. Jamais, jamais on évalue les gens sur leurs capacités, sur leurs forces. Et non plus, on n'évalue pas les gens en fonction de dire est-ce qu'on peut offrir un soutien au déficit qu'il y a, d'une part, et est-ce que ce déficit-là a un impact sur son projet de vie? C'est ça qui est fondamental. Tu sais, moi, si je veux aller vivre dans une ressource où il y a un service d'hôtellerie que j'appelle, c'est-à-dire qu'on te sert les repas, ça donne absolument rien que j'apprenne à faire à manger. C'est une perte de temps. Comprenez-vous l'idée? Non. Il faut offrir la réadaptation en lien avec le projet de vie de la personne. Mais c'est ça, moi, qui est arrivé. Vous savez, moi, je suis un mordu de politique. J'aime ça, c'est ma passion. Bon. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans une équipe de soins, ils m'ont demandé, Luc, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je voulais être conseiller politique. Oui. Donc, on m'a dit, bien, parfait, Luc, on va t'accompagner dans des assemblées politiques. C'est comme ça que moi, que ma réadaptation s'est faite. Par ma passion, par mon point de vue. Puis également par des gens qui avaient la même maladie que moi, qui avaient les yeux brillants. Ça a été pour moi une motivation. Donc, je suis arrivé comme ça, à l'hôpital psychiatrique, avec cette vision pessimiste de la maladie mentale, en disant les gens qui sont ici, pas grand chance qui se rétablissent. Puis les gens qui sont ici, ben, ils sortent de l'hôpital, 3 semaines après, on les retrouve à l'urgence, on les revoit sur les unités. Donc, ils sont atteints d'une maladie grave, une maladie lourde, une maladie qui est persistante. Jusqu'au jour où je leur ai dit, vous pensez pas que... Parce que quand ils sont ici, là, à l'hôpital, là, c'est quoi les soins qu'ils ont? Les soins, ben, on attend que la pilule fasse effet. C'est ça, les soins. On ne les apprend pas à gérer leurs médicaments. Et on est tous surpris que quand ils sortent de l'hôpital, on les revoit 3 semaines après. Tu es hospitalisé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pendant 3 mois de temps, on s'occupe de tout, 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 tout. Nourriture, gestion des médicaments, buanderie, loisirs, tout, 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 tout. Toi, comme personne, tu n'as rien à penser. Donc, ton cerveau s'atrophie parce qu'on ne développe plus ce réflexe-là de penser puis de réfléchir. Puis le système est tout surpris de nous voir venir à l'urgence. Donc, on a mis sur place, à l'intérieur de l'hôpital, des formations sur l'autogestion de la médication. C'est la première chose qu'on a faite. Et ça, ben, ça a permis une diminution drastique de la réhospitalisation. Parce que les gens commençaient à faire leurs erreurs, guillemets, en dedans de l'hôpital. Puis, quand ils arrivaient dehors, ben, ils étaient mieux. Hein? Donc,
réaliser que l'appropriation du pouvoir d'agir, l'empowerment, est fondamentale dans le rétablissement. L'espoir aussi, c'est fondamental dans le rétablissement. Avoir l'espoir. Vous savez, moi, j'ai eu le cancer. Puis quand j'ai rencontré le chirurgien, le spécialiste, la première personne à qui il m'a référé, c'est un père aidant, une personne qui avait eu le cancer, le même que moi. Parce que le médecin avait beau me dire que il était pour m'opérer, puis ça allait bien, puis j'étais pour avoir une rémission, je le croyais pas. Parce qu'on entend tellement de choses. Mais quand le père aidant me le disait à moi, ah, là, je le croyais. C'est comme le père aidant, il ouvre la clé du cœur. Hein, il ouvre la clé de l'intelligence émotionnelle. Et ça facilite après ça le travail des différents professionnels quand le cœur est ouvert. Parce que quand le cœur est figé, on a peur, on dit j'ai tellement été déçu dans ma vie que je n'aurai plus d'attente. Ben, la personne est éteinte, puis il ne se passe plus rien, c'est ça qui est dommage. Bref, on a commencé tranquillement à faire reconnaître la père aidante sur les unités de soins, parce qu'après moi, aujourd'hui, il y en a 6 autres là, qui sont venus, donc ça facilite les choses. Et je me souviens d'un médecin psychiatre qui voulait rien savoir des pères aidants. Ça y a pris 6 mois avant qu'il dise Luc, tu peux assister aux réunions cliniques. 6 mois. Et ça a pris même pas un mois pour qu'il dise moi, plus jamais je vais faire de réunion clinique sans le père aidant. C'était comme ça. C'est devenu celui qui était le plus opposé au père aidant. C'est devenu notre meilleur vendeur, si on veut, la père aidance. Simplement parce que juste changer, de voir les gens comme des personnes, de les voir comme des maladies, d'arrêter de voir les gens avec leurs déficits, de les voir avec leur handicap, mais de voir les gens comme des êtres qui ont une famille, qui ont des proches, qui ont des amis, qui ont un travail, etc., etc. Donc, juste changer cette vision-là, ça a été une révélation pour bien des gens, pour le personnel aussi, puis pour les patients eux-mêmes. Donc, vous savez, quand je suis arrivé, il y avait un tableau au mur dans les réunions d'équipe où il y avait le nom du patient, le nom de la pilule qu'il prenait et le médecin qui était associé. C'est tout. Comme si c'était la panoplie des services à offrir à quelqu'un, un psychiatre puis une pilule. Donc, moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous diriez si on n'enlève pas le tableau de pilules, loin de là? En passant, moi, j'en prends tous les jours, de pilules, tous les jours. Je ne suis pas contre. Euh, qu'est-ce que vous diriez si on mettait un tableau avec le projet de vie de la personne? Donc, en plus de voir la pilule, on va voir le projet de vie de la personne. Ah, ils ont dit OK. Et là, les intervenants se sont rendus compte, hey, ça change notre façon de voir les gens. Ça change notre façon d'intervenir, le fait de savoir son projet de vie. Après ça, ben, on a dit, dans les dossiers médicaux des patients, quand on rouvre le dossier, qu'est-ce qu'on voit? Son diagnostic et ses déficits, c'est ça qu'on voit. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut voir son projet de vie? Est-ce qu'on peut voir ses forces? Et après, on va tourner la page et on va voir ses déficits. Ah, on va essayer ça. Bien, ça a eu un impact extraordinaire. Puis, de ça, on a mis un plan d'action qui a été écrit de la main de l'usager, du patient, qui a été intégré à son dossier médical à l'hôpital. Et à chaque fois qu'on rencontrait une personne, on lui parlait de son projet de vie, puis comment y arriver, etc. Parce que vous savez, la pilule, elle doit être au service du projet de vie. Hein? Dans la vie, prendre des pilules, c'est pas un statut social. C'est pas, non, la pilule, c'est pour aider la personne à atteindre son projet de vie. Donc, c'est comme ça que le rétablissement fait sa force. Hein? Également, avec la paire aidante, bon, vous avez des spécialistes qui sont venus vous dire comment ça réduit le taux d'hospitalisation.
comment que ça réduit la réhospitalisation, comment ça favorise la pérédance. Mais au-delà de ça, en dépit de tout ça, on voit encore des résistances. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Je parlais à un collègue médecin qui me disait, tu sais, Luc, en cardiologie, quand il y a un colloque, il y a des gens qui disent, on a fait une découverte extraordinaire pour les troubles cardiaques. Bien, toute la planète, dans les 6 mois qui suivent, a pour cette découverte-là. En psychiatrie, c'est pas comme ça. Même si les gens disent on a fait une découverte extraordinaire, les gens s'en foutent. Ils s'en foutent, littéralement. Donc, c'est difficile de naviguer comme ça. On vit dans ça. Vous êtes tous, présentement, ceux qui m'écoutent, je pense, des gens convaincus. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais il faut convaincre les autres. Je pense que la lutte à la stigmatisation, pour moi, ça a été bénéfique, mais la stigmatisation, pour moi, ça a été la chose qui m'a plus nuit dans ma vie, puis qui continue à me nuire encore. En dépit de toutes les réalisations que j'ai pu faire, quand je me présente en quelque part, on me remet toujours sur le nez que j'ai une maladie mentale. On me met toujours sur le nez qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. C'est difficile pour une personne de naviguer là, comme ça. Donc, je pense que la paraidance, le fait aussi que les équipes de soins aient dans leur figure quelqu'un qui est rétabli, ben, c'est difficile pour ça de dire que c'est pas possible. Quand on l'a devant nous autres constamment, c'est difficile de dire que c'est pas possible. Donc, ça a eu cet impact-là, la paraidance. Aujourd'hui, chez nous, les pères aidants, ils sont syndiqués. Ce sont des employés comme les autres, avec le même syndicat, avec la même convention collective, avec le même salaire que ses collègues qui sont, par exemple, les services sociaux, éducateurs spécialisés, etc. Donc, ils sont reconnus comme des employés. C'était un combat difficile, mais c'est aller au bout de la logique. La logique dit, ben, ce sont des citoyens comme les autres. Ça va être aussi des employés comme les autres. Donc, on va les syndiquer comme les autres. Ils peuvent écrire dans les dossiers médicaux comme les autres. Ils lisent les dossiers médicaux comme les autres. Ils ont les mêmes vacances. Ils ont les mêmes mesures d'accommodement que les autres employés. Pas plus, pas moins. Puis la littérature démontre que les pères aidants manquent en moyenne 2 jours de moins que les autres employés. Parce que chez nous, ils disaient on ne peut pas engager des pères aidants parce qu'ils vont manquer constamment du travail, puis ça va nous coûter cher d'assurance. Alors que c'est totalement faux. Les pères aidants manquent moins que le personnel régulier. C'est fantastique. Hein? Donc, on en est arrivé là. Mais je peux vous dire qu'il y a encore de la résistance pareille. C'est pas un acquis. Là. Il y a encore de la résistance. Mais on continue. On continue à cette bataille-là. Puis ce qui aide beaucoup, c'est le fait que tous les pays se parlent. Ça, c'est fun, avec la France, avec les autres pays, avec le Québec. Puis on réalise qu'on a les mêmes défis, on a les mêmes besoins, d'où l'importance de se regrouper ensemble. Puis il faut aussi se regrouper, pas juste des pères aidants ensemble. Il faut se regrouper aussi avec tous les autres professionnels, qu'il y ait des mouvements de masse sur le rétablissement. C'est ça qui... Ben, ça fonctionne, le rétablissement. Moi, ça m'a redonné une vie. On m'avait dit que j'avais plus de vie, ça m'a redonné une vie. Alors moi, je veux que les autres aient une vie aussi. Vous savez, je fais partie aussi du projet de recherche que Kevin Marc est venu vous parler tantôt. On y apprend, nos plus grands stigmatisants, c'est nos soignants. C'est à la fois, c'est troublant, admettez que c'est troublant d'apprendre que ceux qui nous stigmatisent le plus, c'est nos soignants. Ça, c'est pas en France, ça, c'est à travers le monde, partout à travers le monde. Je suis aussi sur une recherche avec le GU de Paris, sur Paris, où on y apprend que les personnes atteintes de schizophrénie et de cancer ont une espérance de vie de 18 ans de moins
que les citoyens qui n'ont pas de schizophrénie, mais atteints du cancer. Pourquoi? Parce qu'on ne les croit pas, on ne les écoute pas, on ne les soigne pas. Ça, c'est une réalité, hélas, qui est là. Donc, je suis content aujourd'hui qu'avec ce colloque-là, d'aller au bout de la logique. Et puis aussi, Kevin Marsh, je tiens à vous dire qu'il va bientôt déposer devant un jury pour faire reconnaître sa thèse doctorale. Et j'ai été invité, moi, je ne suis pas un universitaire, je n'ai pas été à l'université. J'ai été invité qu'à être membre du jury de sa thèse à Kevin Mack. Parce que Kevin Mack, il va au bout de la logique. Si on reconnaît l'expertise des parents, si on reconnaît le savoir expérientiel, ben on va les traiter comme nos égaux. Donc, le savoir expérientiel, le savoir universitaire, c'est égal. Il n'y a pas un qui... Donc, c'est pour moi une avancée extraordinaire. Puis je remercie Kevin Mack du fond du cœur de nous ouvrir cette porte-là, de dire au monde entier, hein, les gens qui ont une schizophrénie, ils ont une expertise, ou d'autres maladies mentales, ils ont une expertise qui est très valable. Il faut les écouter. Puis c'est l'amalgame des deux, c'est ça qui est important. Les parents aidants, on n'est pas plus intelligents que les autres. C'est l'amalgame, hein, c'est l'ensemble avec les parents aidants puis les scientifiques, on va réussir à offrir une qualité de vie aux gens, pour que les gens puissent enfin avoir une vie normale que je mets en guillemets. Donc, c'est pour ça, pour moi, tout ce qui aide, ben, j'en veux. Je lève pas le nez sur, vous savez, l'art. L'art est un bon moyen pour aider les gens à se rétablir. Donc, faisons de l'art. C'est ça l'idée. Puis, la vie, c'est pas se faire soigner. C'est pas ça la vie. Non. La vie, c'est d'avoir du plaisir, être en amour, avoir des activités, hélas, payer des impôts. Oui, c'est ça aussi la vie, hélas, payer des impôts. Mais la vie, c'est pas se faire soigner. Donc, il faut sortir les gens, du réseau dans lequel ils sont tenus, puis qu'il n'y a pas de porte de sortie, parce qu'ils sont constamment dans des services de santé mentale, ils sont constamment dans des services de psychiatrie. Il faut les sortir de là. Il faut les intégrer à la cité. En tout cas, pour moi, je pense que les pères aidants en sont la preuve éloquente, vivante, que ça fonctionne. Puis il faut aller vers cet objectif-là, les sortir du réseau de la santé mentale. Il faut les sortir, absolument. Je me répète, là, mais vous savez, Patricia Deegan, qui est une grande défendresse du rétablissement parce elle était condamnée, elle aussi, parce qu'elle était atteinte de schizophrénie. Et son projet de vie, c'était de devenir psychologue avec un PhD, comme Kevin Mack. Et elle a réussi. Alors que tout le monde, il disait que c'était impossible. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut sortir de la tyrannie de la fidélité au traitement. C'est sûr que ça résonne fort, parce que moi, comme patient, partout où je vais, à chaque fois que je rencontre un intervenant, ben, on me demande est-ce que tu as pris tes pilules? Comme si c'était une finalité. Non, c'est pas la finalité. La médication est importante, c'est le début, mais il faut aussi offrir autre chose. Il faut aller vers autre chose. Le travail est fondamental. La famille est fondamentale. La reconnaissance de notre handicap psychique par les autorités politiques est aussi fondamentale. Hein, chez vous, en France, il y a une loi qui fait qu'on aide les parents qui ont un handicap, hein, du soutien à la parentalité, sauf les malades mentaux. Les malades mentaux, chez vous, ils n'ont pas le droit à ça. Remarque, chez nous aussi, c'est pareil. C'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Donc, il faut enfin continuer via les parents aidants, via les intervenants qui y croient, à continuer à promouvoir leur établissement, puis à rien prendre pour acquis, puis à continuer. Parce que, je suis content des écoles de parents aidants. Il y en a plusieurs chez vous en France. Maintenant, ici au Québec, il y a plusieurs écoles de parents aidants aussi. Plusieurs universités offrent des parents aidants.
des formations, pardon, des parrainages au Canada anglais, s'il y en a. Donc, je suis content. Vous savez, quand j'étais le seul, c'était pas bien plaisant. Je parlais tout seul. Maintenant, on peut parler à beaucoup de gens. Donc, moi, c'est ça, je vous invite à continuer. C'est sûr en 20 minutes, c'est difficile de tout vous dire ce que j'ai à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire, mais on pourra se reprendre dans d'autres colloques, dans d'autres conférences. Au début du mois, ben, je vais à Bordeaux avec Kevin Matt pour soutenir sa thèse de doctorat. Euh, pour moi, c'est un aboutissement extraordinaire. Puis je souhaite que les futurs docteurs, les futurs PhD aient dans leur comité de soutien de thèse les patients. Ça serait extraordinaire. Hey, je vous remercie beaucoup.